Lors d'orages, les nuages sont fréquemment chargés par frottement dû au mouvement d'air turbulent à l'intérieur des nuages, ce qui peut par exemple arracher des électrons en bas du nuage et le charger positivement. Dès lors, il va se créer un champ électrique entre le nuage et la Terre, ce qui va induire une charge opposée à la surface de la Terre, comme ça, donc la migration d'électrons de la surface de la Terre vers le nuage. Au final, on a un système de charge à une certaine distance. Eh bien, ce système de charge possède une certaine quantité d'énergie potentielle, parce qu'il suffit que potentiellement, l'air devienne conducteur quelque part entre les deux pour que cette énergie soit libérée sous la forme d'un éclair. Eh bien, le système de deux charges opposées séparées est absolument analogue à la séparation de deux masses contre la force de gravité. Pour pouvoir amener ce système dans cette configuration, il a fallu effectuer un certain travail contre cette force de gravité. Idem contre la force électrique. Ce système possède alors une énergie potentielle parce qu'il suffit que je coupe le fil ou que je relâche ici cette charge pour que la force électrique effectue un travail qui va transformer l'énergie potentielle du système en énergie cinétique. Maintenant, la nouveauté par rapport à la force de gravité, c'est qu'en électricité, on peut aussi avoir un système de deux charges de même signe avec une force répulsive. Et bien, pour amener ce système dans cette configuration, il a aussi fallu fournir un travail, tout comme il faut fournir un travail pour pouvoir comprimer un ressort. Et si le ressort se détend soudainement, ou si je relâche cette charge, eh bien le système est capable d'effectuer un travail et de faire augmenter l'énergie cinétique. Donc dans les deux cas qu'on vient de voir, qu'on ait deux charges de signes opposés ou de même signe à une certaine distance, le système était potentiellement capable d'effectuer un travail, donc il doit posséder de l'énergie potentielle. Pour formuler mathématiquement cette énergie potentielle, on va utiliser la relation entre toute force conservative et l'énergie potentielle grand U qui lui est associée. En général, le travail d'une force conservative tend toujours à faire diminuer l'énergie potentielle du système. C'est pourquoi on met un signe moins ici. On a une décroissance. Alors, on peut exprimer cette relation, ce principe, sous forme différentielle, ce qui a l'avantage de faire apparaître F ici. Donc on va pouvoir substituer à F la loi qui nous intéresse. En gravitation, on avait pris la loi de gravitation universelle, ce qui nous avait amené, en faisant une dérivée inverse, à trouver la fonction grand U, l'énergie potentielle gravitationnelle, et maintenant on va faire la même chose en substituant la loi de Coulomb pour la force électrique, pour la grandeur de la force électrique, qui nous dit que cette grandeur est proportionnelle au produit des valeurs absolues des charges, Q1 et Q2, et inversement proportionnelle à la distance au carré, ce que je vais écrire comme R à la puissance moins 2. Et comme cette loi de Coulomb nous donne uniquement la grandeur de la force électrique, je vais uniquement m'intéresser dans un premier temps à la valeur absolue de l'énergie potentielle électrique. Je vais donc chercher la fonction telle que si je la dérive une fois, j'obtiens ça. Je vais donc faire une dérivée inverse ou une intégration, et puis pour ça, il suffit donc de monter cette puissance d'un cran, et j'obtiens ici K fois le produit Q1, Q2, fois R à la puissance moins 1, si je monte ça d'un cran. Donc, je peux mettre R au dénominateur, 1 sur R. Alors reste maintenant à déterminer le signe de cette fonction, est-ce qu'il y a un signe à mettre, et l'éventuelle référence pour l'énergie potentielle 0. Alors pour la référence de l'énergie potentielle, on va choisir R qui est égal à l'infini, parce que si je prends une charge Q2 et que je l'amène à l'infini par rapport à Q1, eh bien la force électrique entre les deux est absolument nulle, donc le système ne peut effectuer aucun travail. Donc voilà pour la référence. Maintenant pour le signe de l'énergie potentielle. On va commencer par considérer le cas où Q1 et Q2 sont de signes opposés. Je vais placer Q2 en R, et si Q1 et Q2 sont de signes opposés, le produit des deux est donc négatif. J'ai Q1 positif, Q2 qui est négatif. Eh bien, l'énergie potentielle de ce système, où Q1 et Q2 sont séparés à une distance R, c'est le travail que je dois fournir pour amener Q2 depuis la référence, c'est-à-dire à l'infini, jusqu'en R. Et le long de ce déplacement, où je l'amène jusqu'en R, tout le long de ce déplacement, la force électrique pointait dans le sens du déplacement.
Donc la force électrique a effectué un travail positif. Alors que moi, pendant tout ce déplacement, j'ai dû retenir cette charge. Donc la force que j'appliquais moi dessus allait dans ce sens-là. Donc le travail que moi j'ai effectué depuis l'infini était négatif. Donc l'énergie potentielle du système va être négatif. UL négatif. Le graphe de l'énergie potentielle sera donc un graphe négatif en 1 sur R, exactement comme on avait en gravitation. Et ça, c'est pas étonnant, étant donné que le cas de charge opposée est absolument analogue au cas de la force gravitationnelle et de l'énergie potentielle gravitationnelle. Maintenant, la nouveauté, si je prends une charge de même signe que Q1, quel est le travail que je dois fournir depuis l'infini pour l'amener jusqu'en R? Eh bien, cette fois, je vais devoir effectuer un travail positif, parce que la force électrique va dans ce sens-là, et pendant tout le déplacement, je vais devoir pousser, pousser, pousser pour pouvoir l'amener jusqu'en R. Donc moi, j'effectue une force dans ce sens-là. Donc si Q1 et Q2 sont de même signe, Q1, Q2 est positif, le travail que moi je dois effectuer pour l'amener jusqu'ici va être positif, donc l'énergie potentielle sera aussi positive. Donc le graphe de l'énergie potentielle pour le cas Q1, Q2 positif, ça a donc la même fonction en 1 sur R, mais symétrique, positif. Et maintenant, on va pouvoir écrire une équation générale qui tient compte du signe pour l'énergie potentielle gravitationnelle, parce qu'on voit que lorsque le produit Q1, Q2 est positif, charge de signes semblables, alors l'énergie potentielle est positive. Et si le produit Q1, Q2 est négatif, ce qui est le cas lorsque les charges sont de signes opposés, l'énergie potentielle est négative. Donc on a positif, positif, négatif, négatif. On peut donc maintenant écrire une équation générale pour l'énergie potentielle électrique qui tient compte du signe. Il suffit de se servir du signe du produit Q1, Q2. Je peux donc écrire, en incluant le signe dedans, qu'elle est proportionnelle au produit des charges et inversement proportionnelle à R. Jusqu'à présent, on a examiné l'énergie potentielle d'un système de deux charges, ce qu'on appelle aussi parfois l'énergie d'interaction entre ces deux charges, parce qu'elle n'existe que lorsque ces deux charges sont justement en interaction. Mais que se passe-t-il si je rajoute une troisième charge, et que j'ai donc un système à plus que deux charges? Que vaut l'énergie potentielle du système entier? Eh bien, c'est le travail que je dois effectuer pour assembler tout ce système depuis l'infini. Et puisque la force électrique est conservative, je peux choisir n'importe quel chemin pour assembler ce système. En particulier, je peux l'assembler en plaçant ces particules un à un. Si je viens depuis l'infini et je place d'abord Q1, j'ai dû effectuer aucun travail puisqu'elle était en interaction avec rien du tout pour l'instant. Donc le système n'a toujours pas d'énergie potentielle. J'amène Q2 depuis l'infini et cette fois, Q2 était en interaction avec Q1 pendant le déplacement. Donc à sa position finale ici, j'ai une énergie d'interaction Q1, Q2, donc une énergie potentielle liée à l'interaction entre 1 et 2. Maintenant, si j'amène la troisième charge depuis l'infini, et je l'amène jusqu'ici, pendant le déplacement, elle était à la fois en interaction avec Q1 et avec Q2. Donc j'ai dû lutter à la fois contre la force électrique exercée par Q1 sur Q3 et celle exercée par Q2 sur Q3. Je vais donc devoir rajouter ici l'énergie d'interaction entre Q1 et Q3 et l'énergie d'interaction entre Q2 et Q3. Et ce qu'on voit ici, c'est que l'énergie donc potentielle du système total, c'est la somme des énergies d'interaction 2 par 2. Et ça, c'est typiquement la somme des énergies de liaison qui sont contenues dans une molécule.